Bonjour, nous sommes sur GPTV, nous sommes avec Tony Chanclot. Bonjour. Voilà. C'est l'auteur de Magna, donc qui vient de sortir ses 12 singes. C'est ça. Voilà. La version de base, collector et de base, on est ici. Voilà. On va parler justement de ce jeu de rôle qui t'a mis énormément de temps à peaufiner, à offrir aux joueurs. Non, Magna, dans le jeu, c'est une société pharmaceutique qui a eu des problèmes dans les années 90 parce qu'elle faisait des expériences sur les humains et elle a été démantelée. Donc elle est plus censée exister du tout. Et donc contrairement à beaucoup de jeux où une société pharmaceutique va en fait, comme un complot mondial, avoir la main mise partout et que les joueurs vont la craindre partout, Magna a du mal à exister et doit faire des pieds et des mains pour exister dans le monde du jeu. Ce qui fait que ce n'est pas quelque chose de tout puissant. Pour autant, ils ont quand même beaucoup de choses pour eux. Pour le nom maintenant, c'est un jeu contemporain où on va secret. On va, en tant que joueur, essayer d'exister dans un monde qui n'est pas prévu qu'on soit là, puisque les joueurs vont acquérir un pouvoir spécial. Et ce pouvoir va leur permettre de découvrir des choses qu'ils ne voyaient pas avant, qu'ils ne connaissaient pas avant, dans un univers qui est finalement, somme toute, la copie d'une autre. Et en étant conscient de toutes ces choses-là, malheureusement, ils rentrent dans le spectre des autres qui ne les attendaient pas et qui viennent gêner, en fait. Donc ils vont pas simplement agir pour une mission, on va pas les envoyer en mission, ils vont plutôt survivre à toutes les choses négatives qui sont autour d'eux, les adversités, etc. Et voir qu'en fait, d'un adversaire, on peut s'en faire éventuellement un allié contre un autre adversaire et devoir jouer comme ça des coudes pour exister. D'accord. Alors, je pense que comme beaucoup de gens qui créent leur jeu de rôle, c'est d'essayer de fournir quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de chercher ou qu'on n'a pas trouvé dans ce qui existait, en se disant tiens, j'ai une idée, je dois être sûrement le seul à l'avoir. On a beaucoup de fierté quand on commence et puis on se dit allez, je vais la développer, je vais voir. J'avais des joueurs qui m'ont proposé de jouer, donc on a joué un peu, puis beaucoup, et je pense comme beaucoup de meneurs qui créent leur propre univers, on a joué suffisamment longtemps pour qu'en fait ça prenne corps et que ça devienne quelque chose qui se tenait bien du début à la fin. Puis en plus dans mon écriture, dans mon style d'écriture, je vais avoir tendance à laisser des portes ouvertes tout le temps, un peu partout, sans que ça ne se sache pour les joueurs. Et ensuite, un peu plus tard, me dire comment je relie ces points d'ancrage que j'avais laissés pour moi en secret. Et ce qui fait que dans l'écriture, un peu comme quand on regarde une série, on se dit « Ah, mais c'était ça et c'était prévu depuis le départ ». La raison, c'est que non, c'est pas prévu depuis le départ. C'est qu'à un moment, on arrive à se dire « Ah, ici, ça pourrait refaire une connexion qui crée quelque chose avec un vrai intérêt ». Donc sans arrêt dans l'écriture, j'ai reconnecté. Ce qui fait que la vue d'ensemble donne l'impression que tout se tient, que tout est entièrement logique. Mais dans l'écriture, évidemment, ça s'est écrit et ça s'est composé petit à petit. C'est finalement parce que moi, j'ai des dizaines d'années de jeu avec Magna que tout ça s'est structuré aussi solidement, en fait. D'accord. Exactement. On a joué à beaucoup de choses. Probablement moins que d'autres meneurs et auteurs. J'ai joué à plein de petites choses différentes. M'en nourrir, non. Je crois que à chaque fois, j'ai plutôt, un peu comme on grandit en réaction à ses parents, j'ai eu l'impression de me dire « Ah, ça je veux pas faire, ça je veux pas faire, ah là, ça c'est trop long, je veux pas gérer ça comme ça, comment je peux gérer ça différemment ?» Et il y a un petit miracle qui fait que la première idée de base, elle marchait plutôt bien, elle était simple, fluide, elle est facile d'accès. Et je me suis dit, alors, ça ne réinvente rien, je le cache pas. Ce n'est pas un jeu qui est ancré avec un mécanique qui lui est propre. Je pense que n'importe qui veut jouer à Magna peut très bien prendre son propre système et ça marchera très bien. Mais je voulais justement quelque chose de fluide, qui soit pas prégnant, qui soit pas l'aspect principal du jeu, pour que n'importe qui connaisse ou qui connaisse pas le jeu de rôle puisse s'y mettre en fait. Donc on est sur quelque chose de très proche finalement d'un système D20, caractéristiques, compétences. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas un seuil de réussite que le meneur va décider à l'avance. C'est le joueur qui, avec son dé, doit faire moins que son seuil personnel. Donc en gros, tout est réalisable ou faisable. La seule chose que je propose moi au meneur, c'est quand il sait que quelque chose n'est pas réalisable, c'est de ne pas proposer un jet, tout simplement. Ou quand il sait que c'est très difficile, éventuellement, je lui propose des malus ou des bonus à pouvoir proposer. D'accord. Même dans les conflits entre personnages Tous les combats, conflits entre personnages ou actions à réaliser, il y aura toujours un calcul qui permet d'obtenir un seuil de difficulté, et à chaque fois, il faudra faire moins. L'attaquant en combat essaye de faire moins, ou si on fait un bras de fer et qu'il y en a un qui a lancé l'autre, c'est lui qui va essayer de faire moins que ce seuil de difficulté. Si je dois essayer de lancer une canette quelque part, je vais essayer de faire moins qu'un seuil de difficulté. À chaque fois, le jet, c'est au dé 20, faire moins que le seuil de difficulté. Je m'en suis rendu compte au fil du jeu
je commençais toutes mes sessions en disant Previously in Magna. Ouais. Et je terminais toujours par un cliff. Je crois que j'en ai joué pendant très très longtemps. Il y a chaque séance, il me fallait un cliff qui des fois se résolvait de façon très inattendue, genre ah c'est que ça, mais ça crée la tension, qui crée le souvenir de la partie. Et puis à force de le faire, je me suis rendu compte que je structurais beaucoup mes arcs narratifs comme les séries que je regardais. Ce qui fait que quand tu parlais tout à l'heure d'inspiration ou de nourrir, je crois que je me suis plus nourri des séries que je regardais, de leur construction, que des jeux de rôle où je trouvais un petit peu. Bon, à la base, moi, quand je parle de ça, c'est Donjons et Dragons, etc. Donc c'était un groupe qui va devenir héros, à qui on confie une mission qui leur est un peu extérieure, mais qui font pour l'argent, pour la fortune, pour la chance, pour l'expérience, et c'est tout. Moi, je voulais des choses qui impliquent humainement les joueurs. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'inspirais d'arcs narratifs de séries où une situation évolue et qu'elle se termine, et pour autant, dans le fond, il y a un fil rouge qu'on a envie de suivre, même si à la fin, on a terminé. On se dit, il y a quand même des choses dans le fond qui restent mystérieuses, mais qui n'étaient pas l'enjeu de cette saison. Et ce qui fait que ça se décompose en saison. Alors que je ne connais pas Strasbourg du tout. Donc, et je me suis payé un voyage il n'y a pas longtemps pour aller voir. Et Google Street View, c'est l'ami des meneurs de jeux contemporains. Tu vois les rues. Alors, tu regardes bien les dates parce que des fois ça date de quelques années. L'exemple même, c'est la gare, qui est un élément central dans la première saison. Et la gare, moi, je l'ai présenté comme un bâtiment un peu ancien, etc. Et puis, Google Street View s'est actualisé. J'avais pas vu que c'était daté, je crois, de 2003, les vues. Et tout à coup, j'ai eu une vue de 2008. J'ai vu une immense cage métallique et de verre par-dessus le bâtiment. Je fais ah mince. Moi qui voulais coller à la réalité, j'avais zappé qu'ils avaient complètement retapé le bâtiment, qu'ils avaient mis un dôme magnifique en l'occurrence. Mais je suis bon. Je vais quand même en parler dans le livre, mais moi, mes joueurs, tant pis, c'est trop tard pour eux. Mais voilà, l'envie d'aller voir directement sur les lieux. Et quand je me suis rendu sur les lieux, je me suis dit, ah ouais, ça fait bizarre d'être dans son jeu de rôle en fait. J'ai essayé de faire vivre ça à mes joueurs pendant. Il y a 4 tables quand même qui sont passées par toutes les saisons. Et ils sont tous passés par là. Et quand j'y étais, j'avais l'impression d'être joueur dans Magna en fait. Ça faisait bizarre. Ouais, je tendrais même vers la science-fiction, fantastique, science-fiction. Parce qu'en fait, on est vraiment, pour moi, dans tout le lore de Magna, après, un meneur peut y mettre ce qu'il veut, bien sûr, mais moi, ce que je propose, c'est un monde scientifique. Il y a des pouvoirs, mais qui sont expliqués scientifiquement par une onde qu'on peut avoir dans son corps, qui est l'onde psy, et qui va donner la capacité de altérer la réalité pour créer l'effet d'un pouvoir, devenir transparent, être rapide, être fort, etc. Donc tout ça, c'est scientifique. Il n'y a pas de déité. Pour autant, je ne renie pas la croyance, parce que j'ai donné un aspect pouvoir, capacité de groupe à l'humain par la croyance, justement. Donc pour moi, elle est présente, elle est forte. Mais voilà, tout s'explique par un élément de science. Donc on est vraiment dans de la science, dans du contemporain, c'est une uchronie, puisque les choses sont censées être un peu meilleures que dans notre monde, à nous, grâce à un groupe d'individus qui se cachent, qui ne veut pas qu'on sache qu'ils existent. Ce qui fait qu'on est un petit peu dans l'ésotérisme, parce qu'on va aller chercher des groupes, les Templiers, leurs secrets par le passé, etc. Arthur et son épée. Mais à la fois, on va aussi parler de l'Atlantide, on va parler des choses comme ça, ou en tout cas pas l'Atlantide telle qu'on la connaît, mais une version réexpliquée dans le lore de Magna, évidemment. Donc voilà, on va plutôt, je dirais, contemporain science-fiction, ça parle bien. Je sais qu'on me l'a dit, science-fiction, ça fait un peu peur parce que c'est tout de suite les gros vaisseaux, les grosses armes technologiques. Il n'y a pas de technologie qui dépasse l'entendement. Il y a quelques technologies nouvelles qu'on apprend à découvrir petit à petit jusqu'à la saison 6 ou la grande révélation. Mais c'est vraiment ça. C'est des éléments qui sont pas hyper importants, mais qui sont présents en fait. Pas de fantômes, pas de loups-garous, pas de vampires, pas de monstres. Le monstre du Loch Ness, si jamais on devait l'utiliser dans un scénario, j'en ferais quelque chose. D'ailleurs, je sais déjà ce que j'en ferais par rapport justement à cet autre continent qui s'appelle l'Atali. Mais c'est vrai que j'ai voulu rester terre à terre, voire plus que terre à terre, scientifique dans l'approche.
Je pense qu'on peut jouer à partir du livre 2, de la saison 2, je dirais plutôt. Saison 2 qui est dans le livre 2 de toute façon. Livre 2 va entamer un arc narratif sur les saisons 2, 3, 4. Je pense qu'on peut jouer les saisons 2, 3, 4 sans avoir joué la première, mais il manquera toute l'installation de plein de choses que le meneur devra un peu improviser ou gérer. Je conseille quand même de les faire dans l'ordre parce qu'elles amènent progressivement. En fait, tout à l'heure tu me parlais de voyage dans le monde. La perspective des joueurs va aller grandissant. C'est-à-dire ce qu'ils sont capables de voir, de ressentir, va être de plus en plus important. Et ça se ressent dans leur approche et dans leur voyage. Ça va se commencer à Strasbourg, donc c'est très localisé. Puis l'aventure va les éloigner vers Biarritz, c'est le sud de la France. Puis le nord de l'Europe, un peu les États-Unis. Puis ils vont aller jusqu'à Beyrouth. En fait, voilà, le cercle des choses à découvrir grandit jusqu'à toucher le monde entier, voire plus loin que le monde. Donc voilà, leur perspective grandit comme ça. Donc c'est une évolution qui est très qui est cadrée par l'aventure et la découverte. C'est pour ça que je conseille vraiment de les faire plutôt dans l'ordre, et en sachant que le livre 1 et le livre 2, c'est une seule grosse campagne, une saison, qui va les piéger dans une boucle temporelle et leur faire découvrir tout le début de tout ce qui amorcera éventuellement leur intérêt pour la suite, ou au contraire, arriver à une fin, parce qu'il y a une vraie fin à la fin de la saison première. C'est pas juste un cliff pour continuer, il y a vraiment une vraie fin, ça se termine. Comme je te disais, il y a une toile de fond, on se dit qu'il y a encore des mystères, mais au moins l'action se termine, elle est résolue, les joueurs ont probablement réussi ou raté, mais il y a quelque chose qui est arrivé et c'est fini. Il y a une satisfaction d'être arrivé au bout quand même. Les systèmes d'expérience, moi je l'ai voulu lier à des événements qui leur permet, pendant la partie, je leur dis, pas à la fin de la partie, mais pendant la partie, je leur dis, puisque là, la rencontre s'est terminée avec un tel, vous avez obtenu quelques informations, vous gagnez 2 points d'expérience. Et ils savent pas pourquoi. Moi je sais que c'est parce qu'ils ont réussi à le trouver et parce qu'ils ont réussi à lui faire dire quelque chose. Et donc j'ai toute une liste de points d'expérience que j'ai attribués qui sont dans le livret de l'écran. Ce qui fait que même la personne qui n'achète que par exemple le premier volume et qui a acheté l'écran va avoir avec un livret où il y a tous les points d'expérience de toutes les 6 saisons et où elle voit tous les points qu'elle peut répartir, et les joueurs peuvent dépenser leurs points d'expérience pour améliorer leurs caractéristiques, leurs compétences et leurs pouvoirs. J'ai toujours peur de répondre à cette question parce que ça peut faire peur en fait. Mais alors, si je devais être honnête, la première saison, les autres sont plus courtes parce elles sont plus courtes dans l'écriture et donc dans ce que j'envisage pour jouer. Mais après, comme ce sont des saisons plus tournées vers l'humain, du personnage qui se développe et qui prend sa place dans l'univers, peut-être qu'un meneur peut partir dans toutes les directions et rajouter et étoffer. Et donc ça peut durer plus longtemps. Mais la première saison, si on s'en tient à tout ce que je propose et les différentes architectures, sans en rajouter des caisses et sans trop enlever des morceaux parce que ça c'est pas arrivé ou je ne sais quoi, je pense que ça fait une centaine d'heures. Une centaine d'heures quand même. Pour la première saison. Pour la première saison. Et je dirais 300 à 400 heures pour les 6 saisons. Bon, quand vous voyez le prix, ça vaut le coup, quoi. Alors là, oui, deux bouquins pour 100 heures de jeu, je pense que ça vaut le coup. Mais l'aventure en vaut la peine aussi, je pense. Chez les 12 singes, quand on a travaillé le scénario, c'était la clé, ça doit être accessible à quelqu'un qui se lance. Et pour ça, parce que la première saison pourrait n'être qu'un vaste bac à sable, avec des choses qui évoluent dans le temps en plus, c'est comme ça que je l'avais imaginé au départ, et ils m'ont demandé d'avoir un début qui soit, je dirais pas plus linéaire, mais un petit peu plus orienté, de lien en lien, avec des conseils pour le meneur, justement, pour introduire des nouveaux personnages, pour introduire des nouveaux lieux, pour amener les personnages jusqu'à un moment clé où tout à coup il peut les lâcher. Et ça permet peut-être une vingtaine d'heures, ensemble, de se découvrir, quand on commence à être meneur, par exemple, avec ses joueurs, de découvrir le système, de découvrir l'univers. Et tout a été écrit pour que le meneur ne se pose pas de questions ou puisse répondre à toutes les questions. Ce qui fait que tous les mystères liés à l'aventure en elle-même sont expliqués dans chacun des livres qui précèdent ou qui contient la saison. Donc en saison 2, par exemple, il y a des nouveautés qui sont importantes sur le monde. Elles n'ont pas été dites dans le livre 1, qui pourtant est la base, explique beaucoup de choses, mais on a tué des choses, on les a données plus tard, pour que même le meneur, quand il découvre, il dise « Ah d'accord, ok ». C'est ça les points. Donc s'il a envie de tout lire pour avoir tout dans la tête, il peut, mais on a pensé aux meneurs débutants justement en disant, si vous lisez toute la partie monde qui va avec la campagne, vous avez vraiment toutes les clés et même plus. L'idée d'avoir quand même des secrets qu'il ne pourra pas délivrer, mais pour lui permettre de comprendre et d'improviser des choses. J'ai joué à différents jeux où mon meneur achetait au fur et à mesure
des gammes, et qu'il improvisait plein de choses parce qu'il y avait plein de vides. Et quand on arrivait, il achetait une nouvelle gamme, il nous disait, bon alors, il y a un truc qui m'embête parce que j'ai introduit tel personnage, mais c'est maintenant qu'il doit intervenir et il n'est pas du tout comme on l'a dit. Ça vous gêne pas si on remplace dans tout ce que vous avez vécu plutôt par quelque chose d'autre, parce que je peux vraiment pas le modifier, c'est hyper important. Et je voulais pas proposer ça, moi, à des joueurs qui veulent jouer sur le long terme. Donc, normalement, il n'y a aucune improvisation de la part du meneur qui peut casser quoi que ce soit, ou une surprise qui remet tout en question dans son improvisation. Au contraire, il faut qu'ils se sentent libres d'improviser. On va dire, la marge de manœuvre est vaste, et les secrets n'ont pas d'impact sur la première saison, les secrets des saisons suivantes. Donc, il n'y a aucune liberté, il y a toute liberté, à créer. Par contre, le meneur, je pense que s'il découvre au fur et à mesure comme ses joueurs, il va aller de surprise lui aussi en surprise. Plutôt que de tout lire d'un coup, moi je conseille vraiment d'accompagner les joueurs en disant je ne lis que ça, et je me réserve la surprise de la suite avec vous peut-être si on joue. Quoi. Totalement libre. Les Doux Singes m'ont quand même demandé de créer une sorte d'archétype, sauf que moi j'aime pas l'idée dans un monde contemporain comme ça, je voulais offrir la liberté totale de moi je veux être quelqu'un qui fait des ménages mais à côté qui est peintre, moi je veux être quelqu'un qui est prof et qui est dans sa vie de prof, moi je veux être un ingénieur, moi je veux être un agent secret, tout est possible en fait. Il y a une fiche avec des compétences, tu choisis les compétences qui vont avec toi, j'ai des domaines de connaissances qui sont des métiers que tu veux développer. Les caractéristiques sont communes à tout le monde, il n'y a pas de malus, de bonus à la création, vraiment totale liberté de création. J'ai quand même quelques archétypes sous la forme de quelques nombres en disant ça fera un personnage hétéroclite, ça fera un personnage très ciblé, très centré. Voilà. Je propose quand même ça pour ceux qui ne veulent pas se creuser la tête au niveau des nombres. Il n'y a pas à se creuser la tête, il y a 40 points à répartir d'un côté et 30 points de l'autre, c'est pas grand chose. Et c'est du 1 pour 1 en plus. Mais voilà, pour éviter ça aussi, pour aller encore plus vite, j'ai pas de pré-tiré dans le jeu, mais j'ai par contre des salves de nombres à répartir comme ils veulent. Donc voilà, c'est plus facile des fois de répartir un 2, un 3, 2, 4, 2, 6, un 7, un 8, plutôt que 40 points. Tu vois. D'accord. En fait, dans la première saison, ils vont vivre une première journée. Et à la fin de cette première journée, je vais spoiler un peu pour les joueurs, mais c'est la première séance qui va être spoilée. À la fin de cette première journée, ils font la rencontre de quelqu'un. Ils savent pas exactement qui est cette personne les connaît, mais pas eux. Et après cette rencontre, et après la fin de cette journée, ils se réveillent à 9h05 le même jour, sans comprendre pourquoi. Et en plus, au fur et à mesure de cette deuxième journée, ils se découvrent une capacité extraordinaire. Ils dégagent une aura, etc. Et en fait, ça va devenir simple, comme ils sont un peu victimes de leur pouvoir au départ, de se sentir un peu déphasés, un peu perdus, dans une boucle qui recommence, ils comprennent pas. Et à ce moment-là, dès que le meneur fait en sorte que deux personnages se croisent, comme ils perçoivent les auras, ils savent que potentiellement ils sont dans le même bateau. Donc ils savent qu'ils sont... Alors, ils peuvent se zapper la première fois, mais à un moment ou à un autre, ils vont se reconnaître. L'idée aussi de la boucle temporelle, pour pas être trop strict, c'est, contrairement par exemple à Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise, où il revient exactement au même endroit, les joueurs, dans la boucle temporelle, restent à l'endroit où ils sont au moment où le monde revient à 9h05. Ce qui fait que quand ils ont progressé, qu'ils sont été quelque part, ils peuvent par exemple être en pleine exploration d'une église, le temps recule, et à 9h05, l'église n'est pas ouverte. Ce qui fait qu'ils se retrouvent dans l'église, enfermés, libres, parce qu'il n'y a plus personne. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Comment on sort? On va pas forcer la porte. Voilà. Donc il y a plein de situations qui vont se créer, mais ça va leur permettre aussi d'explorer, de non pas avoir à refaire des parcours sans arrêt. Pour autant, le monde, lui, il est à l'identique, ce qui fait que le meneur va pouvoir créer des gimmicks, de rencontrer quelqu'un, une femme avec son enfant qui pleure à un endroit, et plus tard dans la journée, de retrouver l'enfant qui est dans un parc, par exemple, avec qui il joue, et à qui il arrive quelque chose. Voilà, on peut créer plein de choses comme ça, de situations qui se répètent. Mais quand on a ce blocage qui intervient dans son quotidien, qu'on a une aura, un pouvoir, et qu'on voit quelqu'un qui est comme nous, ça rapproche forcément. Et puis, ils vont être rapprochés aussi par l'adversité. C'est-à-dire qu'ils vont vite faire des bêtises, j'imagine, mais en tout cas, être confrontés à un individu à pouvoir qui n'est pas de leur groupe et qui est assez cruel. Qui a un pouvoir d'incandescence qui peut brûler les choses et qui va brûler des choses et des personnes. Donc, forcément, ça crée une première adversité qui devrait être marquante et les réunir encore une fois.
C'est vraiment fait comme, une série filmée. Ouais. C'est-à-dire que j'ai visuellement des scènes qui... Les 5 premiers jours sont des scènes qui vont s'accumuler, où il y a une liberté évidemment, parce que due à chacune des créations des personnages, des joueurs et des joueuses, mais il y a une thématique qui progresse avec, ils découvrent ça, ils ont cette information, s'ils creusent, ils peuvent trouver ça, là ils vont être confrontés à lui, etc., jusqu'à une sorte d'apothéose des premiers jours, et là se dire, ok, on est dans le caca. D'accord. Et donc forcément ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Ouais. Mais en fait, j'ai rien de prévu au niveau des personnages. Ce qui fait que comme chacun crée ce qu'il veut et choisit le pouvoir qu'il veut, Ouais, c'est impossible déjà. Et puis, je l'ai fait tourner quatre fois cette campagne. À chaque fois, j'ai eu de tout. Des gens qui étaient plus dans la narration, d'autres qui étaient plus dans le système et donc le minimaxage, d'autres qui étaient dans le RP, mais quand même en étant dans la mécanique de jeu, d'autres qui étaient très méta. Et c'est bien passé pour les 4 tables. Et ils ont vécu des choses différentes, mais l'articulation de l'histoire était la même, puisque c'était la saison que j'ai écrite ensuite. La première rencontre, c'est... comment elle s'est faite la première rencontre? C'est une bonne question, parce qu'il y a eu en fait plusieurs petites touches comme ça, une touche sur Facebook, une touche par mail, où l'un des 12 singes, Jérôme en l'occurrence, me dit alors figure-toi que, je sais pas si tu te souviens, mais j'étais à ta table à une convention à Rennes. Bah non, je me souviens pas, parce que si tu te présentes pas en tant que membre de 12 singes, j'aurais fait dans ma culotte déjà. Non, je savais pas. Donc voilà, il a bien sûrement parlé en interne. Ça n'a pas décidé les 12 singes, parce il fallait voir le projet quand même. Puis j'ai eu avec Franck, puis Yannick. Enfin, ça s'est opéré différemment jusqu'à ce que finalement, je vois qu'ils étaient très intéressés. Et je leur dis, mais on signe quelque chose? Vous êtes vraiment intéressé pour le produire, ou on s'est juste dans la discussion pour voir ce que c'est? Il me dit non, on va t'envoyer un contrat. Donc c'était un peu soudain, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et après on a travaillé dans le dur du fond, du monde d'abord, puis l'architecture des différentes saisons. Et ils m'ont laissé totalement libre de tout. Il n'y a pas un mot là-dedans qui n'est pas de moi. Ils m'ont, comme un éditeur, je parle littérature, ils m'ont indiqué des points qui, dans la grammaire, étaient moyennes, ou dans l'idée de attention, tu parles de ça, mais on n'en a pas encore parlé pour l'instant. Ok. Donc ils m'ont accompagné là-dessus, mais après tout est sorti de ma plume. Sauf les pouvoirs. Les pouvoirs, j'ai beaucoup galéré. Je voulais de la liberté, il y en avait trop pour eux. Je suis passé sur l'architecture, l'arborescence, c'était trop linéaire pour moi. Et c'est Benjamin, le relecteur, qui m'a dit, est-ce que je peux te proposer un truc? Il a proposé une façon de développer ses pouvoirs, de les présenter en tout cas. Et j'ai retrouvé à la fois de la fluidité, une arborescence intelligente, et on a validé. Et c'est lui qui a travaillé entièrement sur toute la reconstruction de tous les pouvoirs. Et il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. J'ai été surtout très écouté, très entendu. Là, c'est tout bête, mais pour la couverture, c'est Jean-Baptiste Casasola qui l'a fait. Je lui avais fait un petit schéma en lui disant, je voudrais quelque chose qui présente un rond. Non pas que j'y tienne par rapport à l'univers, mais je voulais quelque chose sur une unité, c'est-à-dire que tous les 5 volumes présentent un cercle qui a différentes constructions. Je voulais un rapport à l'heure, puisqu'il y a une boucle temporelle. Je voulais un Fenris. Donc Fenris, ce sont des loups génétiquement modifiés qui ont des pouvoirs. Je voudrais le chef des Fenris qui est au-dessus de tout. Je voudrais la ville de Strasbourg dévastée, un ciel rouge, si possible. Ça partait de ça, en fait. Et puis voilà, c'est cette couverture qui est apparue. Puis les autres illustrations. Donc j'ai été écouté pour les illustrations, j'ai été entendu et j'ai été consulté pour la DA. J'ai fourni pas mal de petites images pour dire ça marche bien. J'ai validé beaucoup d'images. En fait, j'ai été inclus dans ce processus-là tout le long. Et ça, c'est vraiment agréable. Je crois 4 ans, si je dis pas de bêtises. 4 ans, on va dire de 4 ans après la signature et le fait de faire un vrai travail sérieux ensemble dessus, avec échange de mails, avec fichiers partagés. Il s'est peut-être passé une année avant avec des échanges de mails sur qu'est-ce que tu as qui existe déjà, sur le fait de se connaître et puis d'apprendre à voir ce que j'avais déjà rédigé aussi. Donc voilà, je pense 5 ans globalement, mais 4 ans de travail sérieux. Non, c'est la fin de la saison 6. C'est la fin de saison 6, d'accord. C'est la fin d'un arc narratif général qui est par-dessus les autres arcs narratifs, qui est une toile de fond qui commence vraiment en saison 1 et qui se termine par l'affrontement. C'est pas vraiment un affrontement d'ailleurs, parce que j'aime pas le côté boss de fin de niveau, mais il y a quand même une rencontre à faire à la fin, et il faut le gérer. Il faut comment avoir, en fonction de ce que sont devenus les personnages et de ce qu'ils sont capables de faire, mais il faut le gérer. Et à la fin de ça,
Oui, c'est la fin, mais c'est une fin qui amène vers quelque chose, puisque normalement, on arrive vers le moment de l'apocalypse, et il est prévu que cette fin soit en demi-teinte, parce que malgré leur succès, il y aura un certain pourcentage de la population qui aura été éradiquée. Donc on arrive dans un post-apocalyptique, mais dans de la reconstruction, toujours dans le côté très positif de la chose, pas dans du Mad Max, hein, évidemment. Tout n'a pas été détruit, il y a des gens qui ont été tués. Donc un monde qui a besoin de se reconstruire. Et on peut très bien imaginer, c'est même pas qu'on peut l'imaginer, c'est que le meneur pourra l'imaginer. Mais moi, mes tables sont déjà en train de jouer dans l'après-apocalypse. D'accord. Donc, t'as encore beaucoup de choses à dire dans Mad Max. Alors, j'ai fait en sorte que dans les 6 premières saisons, j'ai tout expliqué. Il y a pas de mystère. D'accord. La suite, c'est vraiment un renouveau. Ok. Et je pense que si ça devait un jour s'écrire, on va d'abord voir le succès ou pas de Magna avant de pouvoir décider de la suite. Mais si ça devait s'écrire, je pense que ça serait indépendant. Ceux qui le joueraient après avoir joué Magna verraient des choses, mais je voudrais vraiment que ça puisse être accessible pour commencer, en commençant vraiment une nouvelle aventure. Dans la démo que je vais faire jouer aujourd'hui, en fait, on a juste ce qu'il faut de mystère. On voit apparaître un Fenris, donc une créature qui est énorme, un loup qui est énorme, déformé génétiquement, enfin voilà. On voit apparaître une ou deux factions et comment ils agissent, et comment ils s'en fichent complètement du sort des joueurs, en fait. Donc on voit tout de suite de l'adversité un peu brutale qui apparaît, et on se dit, waouh, il y a des choses dans ce monde qui sont pas cool. Et il faut faire attention avec qui on parle et de quoi on parle. Donc vraiment, c'est pour les mettre dans une tranche de vie qui les fait rencontrer un fait un peu surnaturel, qui va s'expliquer assez rapidement, parce qu'en 1h30, j'ai le temps de placer les éléments et de leur donner des pistes de compréhension. Pour autant, ils n'auront pas toutes les raisons de pourquoi ce truc-là est là, mais je coupe à la fin quand ils ont résolu ce moment, mais que ça partirait bien sur une suite. Je coupe et du coup, là, c'est le cliff. La suite, c'est sur Instant 12.5. Voilà. En l'occurrence, c'est pas vraiment pensé comme ça parce que les scénarios sont vraiment des tranches de vie. Mais je vais par contre utiliser des éléments. Hier, par exemple, il y a un individu qui s'appelle Thomas Dupont dans l'aventure. C'est un personnage qui fait partie des gens qui ne sont pas présents dans la saison 1, qui est cité, mais il n'est pas présent parce qu'il a refusé de faire quelque chose. Du coup, il n'est pas présent. Et on pourrait se poser la question, il est où pendant ce temps-là? Eh ben, les gens qui découvrent aujourd'hui, par une démo, ils savent où est Thomas le jour de la boucle temporelle. Donc il y a une jauge de mental qui va être à la fois une jauge pour lancer plus facilement son pouvoir, mais c'est une jauge qui permet de l'arrêter sans douleur. Et donc cette jauge, c'est ce qui gère effectivement l'état psychologique aussi, mine de rien, parce que plus elle est basse, plus c'est difficile de ne pas avoir un peu peur. Donc ça peut m'arriver sur si le meneur veut placer une vision un peu horrifique d'un cadavre trouvé, de demander un test de mental pour voir si on n'est pas un peu dépassé par ce qu'on voit. Donc je vais pas aller jusqu'à de la santé mentale qui les rend fous, mais il y a quand même quelque chose qui est une sorte de fatigue physique pour la vitalité et de fatigue intellectuelle pour le mental. De toute façon, l'objectif, c'est pas les rendre fous, l'objectif, c'est qu'ils continuent leur aventure pour progresser. Si possible, de les garder en vie, et dès la saison 1, le meneur a un objet à leur proposer qui est une pierre qui redonne de la vitalité. Donc c'est vraiment en plus. L'essentiel, c'est qu'ils vivent l'aventure, pas qu'ils c'est ça qu'ils en crèvent. Et surtout dans la première saison, ils vont vite découvrir qu'ils ne peuvent pas mourir en fait. Leur corps même s'ils restent sur place, leur corps est rétabli quand tout recommence. Et le joueur, il se pose plein de questions. Le joueur craigne la mort. Est-ce que mon vrai personnage n'est pas dans un truc cryogénique en train de rêver? Est-ce que je suis pas en train de... Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs qui pensaient être dans la matrice, par exemple. C'est ça. Mais c'est une des clés, en fait, ce que je propose dans la première saison, qui est un peu à part, avec cette mécanique de boucle temporelle. Très rapidement, quand un joueur ou une joueuse s'aperçoit que il meurt, son personnage meurt, et que la boucle recommence et qu'il est là, et il se dit, attends, on peut tester des trucs un peu fous, du coup, si la mort ne nous arrête plus. Et c'est quand la boucle fait des siennes et qu'à un moment ou à un autre, on se dit que c'est peut-être fini, que là on se dit, attends, parce qu'il faut plus qu'on fasse des bêtises maintenant. Parce que si on meurt, c'est fini, c'est définitif. Donc il y a la découverte de la mécanique et comment on exploite la mécanique de la boucle temporelle aussi. Au début, tu penses que c'est comme un jour sans fin avec le jour d'un herbe marmotte. Au début, ils pensent que ça va être comme ça. Et en fait, pas du tout. Surtout quand ça s'appelle un jour sans fin, mais qu'il n'y a pas cet élément de tout recommencer tout le temps du même endroit, avec le réveil qui sonne, etc. Mais pour autant, c'est ce que je dis au meneur. Si votre personne est imaginons un prof qui est en classe à 9h, à 9h05, s'il doit apparaître ailleurs quand la boucle recommence, c'est qu'il disparaît de l'endroit où il était à 9h05.
eh ben, il est possible que chaque jour, le proviseur appelle sur son téléphone en disant bah, où est-ce que vous êtes? Il y a vos élèves qui vous attendent. Et que chaque jour, le proviseur appelle sur le téléphone. Et qu'à un moment, le professeur va laisser son téléphone à part. Il va se dire c'est bon, pas décrocher le téléphone à chaque fois. Et il y en a même qui s'en amusent, comme on peut voir dans des séries où il y a une boucle temporelle, qui décrochent et qui lui disent des quatre vérités au proviseur, puisqu'ils savent que ça n'a pas d'impact. Je suis déjà satisfait. Mais ça va. Sur le Discord des 12 singes, on m'avait dit, tu verras, il y aura deux, trois répliques, 2-3 remarques, des questions peut-être de temps en temps. Et en fait, le forum de la section Magna, elle ne désemplit pas. Il y a des questions sans arrêt sur comment on pourrait faire ça, comment tu vois tel personnage. Donc c'est cool. Je suis très content. En plus, si je ne me trompe pas, c'est ton premier jeu de rôle en fait. Ben oui. Peut-être le dernier, hein, mais c'est un one shot. Un one shot de 5 bouquins, ça me va. Bon, t'es un vieux rôliste, t'as quand même de l'expérience. Bon, même si t'as pas été édité déjà, bon, on le ressent quand on lit ton jeu. De toute façon, on sent qu'il y a de la bouteille derrière. Ben écoute, Tony, je te remercie. Merci. Bonne continuation, bon octogone, et puis bon courage parce que les parties s'enchaînent. J'ai pas mal d'heures encore à parler. Bah écoute, à bientôt. Hein. J'espère.